Bonsoir Pauline. Bonsoir, est-ce que On t'entend bien, on te voit très bien. vous voyez? Merci beaucoup d'avoir répondu si généreusement et si spontanément à notre invitation. Donc, je voulais te présenter avant de te laisser la parole, parce qu'il y a optimiser le temps, parce que je sais que tu as énormément de choses à dire. Donc d'abord, tu es historienne d'art et auteur de livres d'art pour la jeunesse, et notamment ton dernier livre, et ça serait peut-être intéressant qu'on puisse consacrer un peu de temps à la fin de la conférence pour en parler un peu, qui s'appelle L'art pas bête, a été publié donc en collaboration avec le musée d'Orsay. C'est bien ça. Voilà. Absolument. Ensuite, tu es conférencière, bien évidemment, tu donnes des formations en art, et peut-être plus surprenant pour certains, tu interviens également en entreprise, et notamment auprès de dirigeants, notamment à travers deux grands réseaux français de dirigeants qui sont le GERM, qui n'est pas au Portugal, et l'Association Progrès du Management, qui par contre elle est au Portugal. Et c'est notamment à travers l'APM, que tu connais bien Lisbonne, et tu connais très très bien les musées de Lisbonne. Tu auras peut-être l'occasion aussi de nous en parler. Alors, je disais tout à l'heure que la conférence était très en lien avec l'actualité. Et ce que tu me racontais en préparant notre conférence, c'est qu'elle est née, et donc ça va être la première, on va être les premiers pour bénéficier de ce nouveau format, et on t'en remercie. Elle est née suite à une interview qu'une journaliste française a effectuée avec toi en tout début de confinement. Elle t'a posé des questions qui t'ont interpellé, et donc qui ont fait cogiter jusqu'à ce que naisse cette conférence à laquelle on va assister. C'est bien ça? Tout à fait, Louise, merci pour cette brillante présentation. Tu veux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui a émergé? Ensuite, je te laisse la parole. Oui, oh ben, tu l'as dit en partie. Bon, bonjour à tout le monde, hein. Là, je te vois, on est presque en tête à tête, mais j'imagine, Ça va être comme ça pendant près d'une heure. voilà. Donc, ravie pour cette initiative, en tout cas. Et oui, bah, cette conférence est venue, tu l'as dit, de questions qu'on m'a posées en début de confinement à propos d'un livre que j'avais écrit pour des jeunes enfants, parce que ils ont entre 7 et 13 ans en principe. Donc, c'était assez surprenant parce que la journaliste, finalement, confinée elle aussi, depuis 48 heures tout juste, Mhm. a dérivé vers des questions que nous pourrions appeler, nous, philosophiques. Euh, et on s'est aperçu ensemble qu'au fond, les enfants se posaient les mêmes questions, qu'ils y apportaient leurs réponses. Et ce retour justement au premier regard que l'enfant porte sur l'art m'a inspiré effectivement une somme de réflexion dont vous allez être en quelque sorte, Bénéficiaire. voilà, Bénéficiaire. voir Je- ceux qui vont Aucun l'écouter. doute. Voilà, donc je vous demande aussi un peu d'indulgence de ce point de vue-là, mais je suis sûre qu'on va pouvoir échanger. Il y aura d'ailleurs deux moments participatifs, Louis, hein. Un moment en début de conférence où je me tournerai vers vous pour vous poser une question. Dont vous écrirez la réponse sur le chat, et Louis aura la gentillesse de me rapporter vos remarques. Et la tendance Et, générale, hein, et la tendance générale, parce que je ne sais pas combien vous êtes. Et puis à la fin de cette conférence, il y aura également un atelier un peu plus long proposé. Vous aurez 5 minutes de temps de réflexion en tout cas, pour vous situer aussi par rapport à ce qu'on aura partagé ensemble, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que eh ça bien, vous c'est va? parfait. Parfait. Je connais la qualité de ton travail et je n'ai aucun doute que le lien avec l'actualité va être très utile, et je crois comprendre très connecté finalement avec la conférence précédente sur la gestion des émotions, en confinement, et toute cette réflexion et l'impact que ça a pour nous humains dans cette gestion de crise. Bah, écoute, La merci. parole est de toi. On t'écoute, Pauline. Je fais le partage d'écran. Je te laisse prendre la main sur le Voilà. l'écran. Et puis, je vais lancer le début. Oui, ça, tu me dis. Parfait, c'est parfait. C'est Voilà. parfait. Alors, oui, une petite précision, effectivement, vous pouvez nous faire disparaître hein, quand même, tu l'as dit, Louis, hein, en haut
du diaporama afin d'avoir, si vous voulez, le plaisir de l'image hein, dans sa totalité. Voilà, alors le thème, effectivement, c'est parti. On a combien de temps, Louise, du coup, parce qu'on a commencé un peu plus tard que ce que tu... On a 45 minutes. Je pense qu'on a un peu de retard, Pauline. Ce ne sera pas grave. Personne ne t'en voudra. Je suis sûr qu'on sera dans 45 minutes. On ne se rendra même pas compte que l'heure aura passé. D'accord, bon. Mais on a idéalement 45 minutes. Tu feras le gardien du temps, hein, comme je te l'ai demandé, s'il te plaît. Voilà, art et enfance, une voie pour se réinventer et innover. La première chose que je vais vous demander en préambule, c'est de regarder avec moi ces 5-6 tableaux représentant des enfants dans des attitudes dans lesquelles vous vous reconnaîtrez peut-être vous-même enfant. Alors, je vous présente ce tout jeune adolescent peint par Chardin, peintre français du 18e, qui nous présente certes un enfant qui a l'air très très sérieux. Regardez, il est dans un costume assez cintré, il a la perruque, les joues roses, on sent qu'il appartient évidemment à l'aristocratie. Devant lui, un bureau, des livres, de quoi écrire, mais regardez comme son attention est déviée par un joli petit jouet, une sorte de toupie, sur laquelle il concentre toute son attention. Premier enfant que je vous présente. Celui-ci, j'ai eu le grand bonheur de l'admirer à la Fondation Calouste Gulbenkian. Donc, évidemment, c'était le moment ou jamais de vous l'amener ce soir aussi. Extraordinaire tableau à bien des égards, par sa simplicité, son économie de moyens, peut-être, voyez-vous, aussi déjà un héritage du fameux Chardin en question, vu précédemment. Toujours est-il que cet enfant, ça donne à première vue aussi un jeu. Il soufflerait dans une sorte de pipette pour créer des bulles de savon. C'est un peintre du 19e, hein, Édouard Manet, contemporain des impressionnistes. Voilà, cette activité, pareillement, il s'y adonne avec une certaine gravité que je vous laisse méditer. Troisième œuvre, peut-être plus curieuse, il y a peut-être des amateurs parmi vous. C'est encore un peintre français, on l'a appelé le douanier Rousseau, peintre autodidacte qui n'a jamais pris une leçon de peinture. Ça ne doit pas vous échapper, je pense. On l'appelle aussi le naïf, il est à l'origine d'un mouvement qu'on a qualifié comme ça, art naïf. Et en tout cas, lorsqu'il s'attaque à l'enfance, lui aussi, lorsqu'il traite ce thème, regardez comme il s'en empare. Et vous me direz si vous vous reconnaissez éventuellement dans cet enfant. Ça restera anonyme, je vous rassure. Alors, cette œuvre aussi de la même période qui nous amène dans l'univers très léger, lumineux, du peintre Auguste Renoir. Et là, c'est une petite fille qui joue, mais surtout, regardez, elle s'est travestie, elle s'est déguisée, on dirait une petite orientale. Alors, le déguisement dans l'enfance, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que ça vous parle? Ah, nous revoilà à la Fondation Calouste Gulbenkian pour un autre chef-d'œuvre de Manet. C'est encore un enfant qui nous regarde avec un petit air amusé. Voilà, la gourmandise, les cerises qu'il semble prêt à dévorer. Voilà encore une activité de l'enfance. Et puis, peut-être avez-vous reconnu Pablo Picasso dans ce style pictural représentant son propre fils, Polo. Alors là aussi, au bureau, devant son petit pupitre. Mais qu'est-ce qu'il fait, Polo, là? Il semblerait qu'il dessine.
Alors, le dessin, c'est une activité que l'on a tous pratiquée, je ne crois pas dire de bêtises, jusqu'à 7 ans. Au moins, on a tous eu cette pratique. Est-ce que vous l'aviez développée plus que d'autres enfants? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette pratique-là? Je vous laisse aussi y réfléchir. Et c'est parti pour cette première question que je vous pose avec la complicité de Louis. Dans quel enfant vous retrouvez-vous éventuellement? Est-ce que vous avez eu tout de suite une espèce de déclic devant l'une de ces représentations de l'enfance au fond? Ou est-ce que vous auriez envie, vous, de dire quelque chose de votre tempérament de jeune enfant, hein, de très jeune enfant même? N'hésitez pas à remonter à vos premières années. Donc, Ça réagissez. m'intéresse beaucoup. Donc, ça commence à venir. Manet, c'est le déguisement, hein, c'est le côté déguisement, c'est bien ça? Oui, il y a le déguisement chez Mhm. Renoir, en tout cas. Alors, la cerise, La cerise, c'est-à-dire, il y a un gourmand qui s'est il y a, goinfré, qui en a il mis y a- partout, qui a taché les draps du lit, qui on, s'est fait on gronder. imagine bien le genre d'enfant. C'est ça, c'est bien le gourmand, il confirme. Les autres, allez-y, réfléchissez, qu'on puisse savoir un peu qui est qui. Ça va être utile aussi pour la fin de la conférence, Il y sans a ce vouloir qu'ils en dire plus. Voilà, je ne voulais pas trop vous en dire, mais il y a ce qu'ils font, l'activité à laquelle ils s'adonnent, mais il y a aussi leur tempérament, leur attitude. Alors, on a de tout, hein. On a de tout, on a tout, on a tout. Donc, il n'y a pas de tendance, il y a vraiment tout. Il y a la bulle, il y a, il y a le Denis Rousseau, il y a Picasso. Voilà. Alors, ça inspire les cerises du village, Ah, la bulle, oui, la du bulle, il y en a Rousseau. La bulle. Apparemment, la bulle inspire. Il y a une tendance. Il y a une tendance vers la bulle. qui a la bulle. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, tendance, alors il y a le tout, mais une tendance assez claire vers la bulle. On a un public d'enfants qui étaient plutôt. Est-ce que ce tableau inspire plus que les autres? Plus que les autres. Est-ce que tu en as qui se déclarent Et le déguisement, quand même, ouais, il y en a deux là, hein. Il y a le déguisement et la bulle, hein. déguisement qui Il y a deux revient? tendances assez égales, ouais. D'accord. Le jeu, Et quelques gourmands. est-ce que le jeu revient? J-E-U. Le jeu, c'était donc le premier tableau, hein. Ah, tous, ils sont un peu Tous dans. dans le Il y a la jeu. poupée, il y a la toupie pour le premier jardin. La bulle, c'est joué aussi, hein. Alors, j'ai ici quelqu'un qui nous dit que c'est difficile pour une femme de se reconnaître dans un petit garçon. Ah oui, alors il y avait quand même en principe 2 filles, mais celle du Douanier Rousseau n'est pas La, évidente. la, la parité n'était pas absolue. C'est vrai, c'est vrai. Mais regardez la petite fille de Renoir quand même. Voilà, Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Pauline. on a fait le Donc, tour. on a en conclusion, c'est très équilibré, deux tendances, le déguisement donc de Manet et je ne sais plus quel est l'artiste derrière l'enfant à la bulle. D'accord, bah, c'est Manet. C'est Le Manet. Donc, déguisement, c'était Renoir. Bon, euh, d'accord. d'accord. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que nous disent en tout cas ces images. Pourquoi je vous ai conduit vous poser cette question simplement, c'est que je vais vous demander d'essayer de retourner en enfance pendant cette conférence un tout petit peu. C'est-à-dire d'essayer de vous immerger dans votre propre histoire et de revenir à un âge où vous ne parliez pas encore. Plus exactement, où vous ne raisonniez pas encore. Si c'est possible, commencez donc à faire ce voyage vers l'origine de votre propre vie. C'est en tout cas ce que je vais vous présenter à travers cette première partie
que j'ai appelé l'enfance de l'art et la découverte extraordinaire que fut la grotte de Lascaux pour une bande d'adolescents en 1943 en France. Cette grotte de Lascaux, il y avait eu déjà Altamira, il y avait d'autres découvertes, je veux dire, de grottes préhistoriques, hein, mais celle-ci va avoir un effet particulier sur l'ensemble de la communauté artistique au XXe siècle. Si vous voulez, ce petit voyage au retour au premier jour, si je puis dire, que je vous incitais à faire, c'est ce que vont se prendre de plein fouet les artistes lorsque cette grotte va se faire connaître. Il s'agissait pour eux de retrouver au fond cet âge d'avant la culture, d'avant les couches successives qui se sont accumulées durant les siècles et qui les séparaient, eux, les artistes, de l'origine avec un O majuscule et de l'humanité. Voilà ce que Lascaux leur a apporté. Imaginez un petit peu ce voyage dans le temps. Tout se passe comme si il retrouvait, à travers ces visuels, justement, à travers ces premières images, un art spontané, un art que l'on dit justement primitif, sans que ça soit péjoratif, car il faut entendre par primitif ici premier. Et cet art a été l'opportunité pour les artistes du monde entier de repartir, de redémarrer, si je puis dire, sur une nouvelle voie à partir de l'origine même, d'oublier ce qu'ils avaient appris, d'oublier ce que la civilisation moderne avait en quelque sorte placé entre eux et le monde. Ils ont pu, au contact de ces premiers hommes, retrouver l'énergie première pour réinventer l'art. On a appelé ça l'art moderne. L'art moderne, au XXe siècle, est né paradoxalement de cette confrontation à ce qu'il y a de plus originel. Et je fais un petit aparté, puisqu'on est entre nous, là, vous êtes avec moi. Et autant merci. Et spontané. Hein. On en a parlé avec Louis. Je veux vous confier des choses sur cette première conférence que j'explore avec vous. Regardez donc cette image. On a un bison et puis on a un homme qui tombe à la renverse face à lui. Vous avez vu comment il est dessiné, cet homme? Ça ne vous rappelle pas vos propres dessins d'enfants? Il a quelque chose de particulier quand même, cet homme. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je me protège derrière les André Malraux et Georges Bataille. Cet homme est en érection. Voilà, Je n'osais pas en parler, Pauline. Et ben voilà, moi j'ose. Bon, ça va devenir grave tout de suite, oui, je suis désolée. D'habitude, j'attends la fin de ma... Aucun problème. En fait, il y a dans cette image, je m'y attarderai pas, hein, je vous rassure, mais pour des spécialistes de l'art, la quintessence même de ce que Freud va appeler Eros et Thanatos, c'est-à-dire les pulsions de vie qui animent l'homme, la pulsion de vitalité et la pulsion morbide, la pulsion de mort en quelque sorte. Imaginez que l'homme préhistorique est au contact de ça. Tout ce que nous faisons, nous dit Freud en tout cas, est mu par ces pulsions, par cette dualité-là, de notre naissance jusqu'à notre mort. Voilà, je n'en dirai pas plus, il y a des pages et des pages philosophiques sur cette rencontre de l'homme en érection, tombant mort, renversé par le bison. Ce n'est pas totalement mon propos, mais c'est juste pour vous dire que lorsqu'on parle d'art primitif,
il faut absolument se rappeler la signification de ce mot, ce qui est premier. Infans, d'avant la parole, mais par conséquent directement relié à notre intimité profonde, à ce qui nous conduit bien souvent dans l'existence, alors même que nous n'en avons pas conscience. Tout se passe comme si, en entrant dans cette grotte, ces jeunes adolescents entraient dans l'inconscient de l'humanité. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Et bien sûr, je pense que vous me voyez venir à travers ces images magnifiques d'animaux. Vous savez qu'ils ont découvert, on l'appelle la chapelle Sixtine de la préhistoire, mais ils ont découvert des centaines et des centaines d'animaux de toutes sortes, d'une diversité incroyable. Le traitement pictural, regardez comme il est élaboré. Nous avons le sens du volume déjà, avec un modelé. Nous avons bien sûr un trait qui peut être extrêmement précis. Nous avons le sens de la perspective, même si ça n'est pas la perspective issue de la Renaissance, tridimensionnelle, mais on a une sorte d'étagement. Est-ce que vous n'entendez pas le bruit des sabots? Est-ce que vous ne sentez pas la force extraordinaire qui anime ce groupe d'animaux? Il semblerait que l'animal soit à l'origine de l'art, que ce soit la fascination exercée par les animaux sur l'homme qui ait motivé la première représentation humaine. Donc ça, c'est aussi important pour nous parce que l'animal, c'est la nature, c'est la force, bien sûr, c'est la vie. Et ces premières représentations sont indissociables de celles-ci. Je suis sûre que vous en avez vu des représentations dans toutes les grottes du monde, il y en a, de ces premières mains qui sont extrêmement émouvantes, de ces premières empreintes humaines faites au pochoir, une technique qu'on utilise encore à Lisbonne. Il y a beaucoup de pochoirs dans les rues, c'est un truc du street art, ça. Donc Absolument. imaginez l'art contemporain qui se rattache à l'art le plus ancien. Il y a quelque chose d'extrêmement émouvant dans ces traces de main, dans cette humanité-là qui ne possède pas encore le langage et encore moins l'écriture, mais qui déjà, justement, crée par les mains, par les animaux, par toutes ces représentations, un moyen de communiquer. On s'est beaucoup interrogé sur la fonction de ces grottes pariétales. On leur a attribué un rôle cultuel, probablement cérémonial. On s'est dit aussi que ça devait être des lieux de culte pour la chasse, car représenter un animal, c'est d'une certaine manière pour le chasseur déjà le posséder symboliquement. Mais on a surtout dit qu'à l'entrée de ces grottes, probablement, il y avait des réunions, que les peuplades se retrouvaient. Et c'est cette idée que j'ai envie de partager avec vous voilà, en préambule, c'est l'art comme moyen de mettre en commun quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en commun qui ne soit pas de l'ordre uniquement du rationnel, du langage, de l'explicite, mais quelque chose qui renvoie à ce que nous avons de premier, de profond et finalement qui est le moteur même de la vie. Voilà en tout cas ce qui s'est passé au XXe siècle pour la communauté artistique lorsque cette grotte a été découverte. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher. Peut-être que chez vous, là, vous en avez autour de vous. Si vous avez des marmots, j'espère que vous avez leurs empreintes sur vos murs ou sur le frigidaire. En tout cas, c'est évidemment la même chose. Vous prenez la vie d'un être humain et la première expression, la première communication qu'il va avoir avec le monde passe par l'art. Et oui, la pulsion créatrice, elle est première chez l'homme, avant le langage, encore une fois, avant le langage. Voilà. Alors surtout, continuons, en tout cas dans cette traversée que nous faisons ensemble, à essayer de retrouver cette expression en nous primitive, celle qui pourrait nous ramener à un rapport
immédiat au monde. Vous voyez ce que c'est de poser des mains sur une grotte, sur une paroi? Vous l'avez fait récemment, là, en période de confinement. Personnellement, non. Voilà, il paraît qu'il faut consulter quand les objets commencent à nous répondre, mais que nous avons le droit de parler aux objets en période de confinement. Mais on a le droit de les S'ils toucher. nous répondent, ça devient grave. Hein. Ah, c'est d'accord, Louis, mais, Ouais, on mais est d'accord. si leur parlons, c'est bon. Mais on a aussi envie de toucher. Vous voyez, retrouvons évidemment tout cet univers sensoriel qui va de pair avec, quand je touche, j'appréhende, j'essaie de deviner, de comprendre ce que je touche aussi. C'est un rapport au monde primitif, premier, absolument essentiel, que nous perdons à quel âge? À l'âge de raison, en tout cas. C'est comme ça qu'on l'appelait autrefois, c'est-à-dire regardez la production de vos propres enfants et vous verrez que passé 7 ans, eh bien, elle va se transformer. Il y a des détails qui vont apparaître, le sens des proportions, parfois même quand ils sont doués, une forme de perspective. Mais qu'est-ce qui va entrer en compte là? C'est la raison, c'est l'intelligence qui va commencer à modeler la création de votre enfant et peut-être même l'appauvrir. Mais ce n'est pas grave parce que ça permet d'autres développements parallèlement. Hein. Mais revenons donc à ces mains premières, soyons ces mains le temps de cette conférence. Voilà, en tout cas, pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous êtes peut-être artiste vous-même, hein, il y en a qui l'ont été enfant et qui le retrouvent adulte, n'est-ce pas, qui retrouvent le chemin de l'enfance, c'est que si vous avez des artistes autour de vous, ils partageront tous cela. Avec vous, ils vous diront mais non, moi j'ai jamais arrêté, j'ai juste continué. J'ai continué à peindre, j'ai continué à dessiner quand les autres se mettaient à écrire et à calculer. Je n'ai jamais cessé. C'est la seule chose qui me distingue de ceux qui n'ont pas décidé de devenir artiste. Voilà, c'est que je suis restée enfant en quelque sorte. En tout cas, ça ne va pas de soi, bien entendu, étant donné le développement humain, vous l'avez compris. Pour la plupart des artistes occidentaux, l'état de l'enfance est l'état par excellence à retrouver. Je vais vous expliquer ça à travers la première avant-garde qui éclot au XIXe siècle. Ça va être à Paris hein, que ça se passe, cette affaire-là. On l'appelle l'impressionnisme. Aujourd'hui, vous le retrouvez partout et même sur vos tapis de souris. Parfois, c'est quelque chose qui est acquis, presque devenu, hélas, conventionnel. Mais imaginez la surprise des contemporains lorsqu'ils ont découvert pour la première fois cette peinture. Il y avait quoi dans les musées au XIXe siècle? Il y avait encore des représentations de peinture noble, on appelle ça comme ça, de la peinture d'histoire représentant des scènes de bataille, des femmes nues, mais plutôt mythologiques, et des natures mortes. Mais on ne voyait pas cette espèce d'impression. Et que fait Monsieur Monet? Il nous livre une impression, il fait de l'impressionnisme, c'est dit avec beaucoup de condescendance. Écoutez que dans impression, justement, il y a in, et il n'y a pas exprimé. Ce n'est pas la question du langage, justement, de l'articulation rationnelle. C'est quelque chose qui serait comme un retour, un ressenti. Le ressenti du monde, le voici. Voici un détail. Regardez comment cela s'exprime chez Monet. Monet, qui était cultivé, qui avait vu beaucoup de peintures, a dû en quelque sorte se libérer de ces fameuses couches culturelles, artistiques, qui le séparaient de la vision véritable qu'il avait en ce matin-là du port du Havre. Monet a dû faire un effort considérable, d'autant plus qu'il était, d'après ses contemporains, particulièrement intelligent,
pour devenir sot, diraient les critiques de l'époque, pour devenir enfant, c'est-à-dire pour voir le monde comme au premier jour, tel qu'il s'imprime sur sa rétine, sans l'intervention ni de l'intelligence, ni de la culture, ni de ce que l'on croit voir mais qui n'est pas, etc. C'est un effort considérable que de se faire sot quand on est très intelligent. C'est un effort considérable que de vouloir se défaire de ce que l'on sait pour voir le monde tel qu'il nous apparaît à cet instant-là. Alors pour faire cette révolution-là, eh ben, il s'est sans doute abandonné aussi à ces fameuses pulsions créatrices dont je vous parlais et que l'on sent présentes dans les grottes préhistoriques. J'entends par là qu'il a relégué le dessin aux oubliettes, c'est-à-dire l'activité cérébrale par excellence pardon, quand on va dans les détails, quand on veut être plus précis justement, quand on veut finalement définir la chose, il a abandonné cette pratique au profit de la seule couleur qui va jouer à la fois le rôle de graphisme, car vous voyez encore bien des barques, peut-être le port industriel derrière, et la matière picturale. La couleur va jouer les deux rôles. Regardez-vous tout petits, comme ils jouissent de tremper leurs mains dans la couleur. Cette matérialité-là, elle va être prise comme la pire injure qui soit faite à l'art. Monet va avoir toute la clique des critiques d'art de l'époque contre lui. On va trouver ça abject, on va lui dire de retourner dans son atelier, d'apprendre à dessiner, de ne pas montrer ses raclures de palette. Hein. Imaginez, raclures de palette. On a beaucoup de mal avec la matière au 19e siècle. On préfère l'esprit, on préfère le mental, parce que la matière, vous savez, ça ramène à quelque chose d'intérieur, peut-être d'organique, on n'ose pas le dire, mais le mot voilà, vous voyez, hein, je vais pas choquer tout le monde, mais la matière, c'est ça, c'est quelque chose qui est pâteux, qui peut même sentir, imaginez un peu le scandale. En attendant, pour nous, c'est la première œuvre véritable, la première impression, c'est-à-dire vous prenez la photographie inventée à l'époque de l'impressionnisme, c'est la lumière, hein, photos, graphos, l'écriture de la lumière sur une plaque photographique. Je vous assure que c'est l'unique projet de Monet. Il n'y a aucun intellectualisme chez Monet. Il veut nous faire voir le monde comme au premier jour. Et Je me pour ça, permets en tant que gardien du temps, Pauline, oui, on a 20 minutes jusqu'à 19h. Bon, on pourra un oui, peu rester un petit peu après, mais juste pour voilà. donner Eh un ben feedback oui. par rapport au temps. Eh bien oui, je vois ça aussi, j'ai ma petite horloge à côté. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que cette expérience d'immersion dans la couleur, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, d'immersion aussi dans un monde dans lequel la raison n'enfermerait pas les éléments, mais qu'elle les laisserait au contraire comme flotter à la surface de la toile, il a offert cette vision à la France en 1918, alors qu'elle sortait du pire massacre de l'humanité qu'on ait connu, la guerre de 14-18. Voilà la réponse de Monet à la barbarie humaine. Laissez-vous descendre tranquillement comme ces feuilles de saule pleureur, flotter comme ces nénuphars et même vous laisser porter par le flot de l'eau et de la couleur pour vous défaire de tout ce qui vous avait au contraire amené précisément à argumenter la guerre. Hein. Dans cette vision de Monet, il n'y a plus évidemment la place pour aucun discours. C'est une expérience sensorielle et c'est la meilleure chose qu'il reste à vivre à l'homme pour revenir à un état premier. L'eau est l'élément de Monet comme par hasard. C'est de l'eau que nous venons, hein, bien sûr. C'est l'eau matricielle, prenez-la comme vous voulez. C'est dans l'eau que Monet trouve son expression artistique. Et allez donc voir, si vous êtes à Lisbonne, ce merveilleux tableau plus sombre, plus hivernal, mais extraordinaire aussi d'un point de vue technique.
Mon rêve serait de renaître pour voir le monde comme au premier jour, nous dit-il. Voilà l'expérience que le musée peut nous offrir chaque jour. Hein. Aller au musée, c'est potentiellement bénéficier de cette opportunité de renouveler complètement notre vision sur le monde et du coup, j'ai envie de dire, de nous réinventer. Ma peinture changera le réel pour vous, nous dit Monet. Et puis, un compagnon de route qui va emboîter le pas, mais qui, lui, va prendre l'origine au sens propre du terme. Il ne va pas se contenter, entre guillemets, de revenir à l'origine de la peinture en travaillant la couleur. Il va faire le voyage. Et c'est à l'autre bout du monde, d'abord en Bretagne, c'est vrai, mais c'est à Tahiti qu'il va chercher l'origine, bien avant qu'on découvre la grotte préhistorique. Gauguin est le premier peintre occidental à se mettre en quête d'un monde originel qui lui donnerait les ressources de se libérer de ce monde industriel qu'il conspue. Il a horreur du progrès Gauguin, il a horreur de la modernité industrielle. C'est le cas de certains artistes de son temps, mais pas tous, hein, c'est pas le cas de Monet. Mais lui, en l'occurrence, il est persuadé que l'homme entreprenant des choses pour obtenir des objectifs, etc., est un aliéné, en gros. Il faut se défaire des objectifs pour retrouver un rapport au monde absolument gratuit, de pure contemplation, de pure présence. Alors il part à Tahiti et c'est là-bas qu'il rencontre ce peuple qu'il va peindre et qui va lui donner l'opportunité de créer une peinture qui va être le point de départ de la révolution de l'art moderne au début du XXe siècle. Regardez cette sculpture de Gauguin. Auriez-vous deviné qu'elle était de Gauguin? On pourrait la croire d'un peuple primitif, hein, comme on les appelait à l'époque. C'est ce renouvellement pour démarrer une nouvelle civilisation à laquelle plutôt Gauguin aspire. Voilà, et mon dernier volet, je l'entame maintenant, Louis, c'est évidemment, on va se concentrer sur une figure qui a un rapport à l'enfance très, très fort, très aigu, et c'est justement Picasso. Regardez cette belle assiette aussi qui est à la Fondation Gulbenkian, vous pourrez la voir. Magnifique portrait. Merci. Merci pour ce clin d'œil, Oui. Pauline. Alors, Picasso, son rapport à l'enfance, pourquoi est-ce qu'il peut être éventuellement une source aussi d'inspiration pour nous, un chemin pour nous? Parce que mon discours, vous allez peut-être le trouver naïf. En gros, elle nous dit de nous remettre à marcher à quatre pattes, de bouffer des cerises et de souffler dans des ballons. Non, bien sûr que non. Nous sommes tous des êtres dotés de langage et l'invitation que les artistes nous font, précisément, c'est de se libérer d'un langage qui ne serait pas le nôtre, en fond, qui serait un langage acquis par la civilisation qui nous porte, mais qui ne serait en aucun cas renouvelé par notre propre personne, par ce qui nous fonde littéralement. Alors, je veux dire par là, regardez, je vais illustrer très très vite. Voilà ce que fait Picasso à 15 ans. Je ne sais pas si vous voyez un peu encore les artistes figuratifs d'aujourd'hui, il ne ferait pas mieux. C'est sa mère, tout y est, la mimésis, la représentation, tout. Il sait tout faire. Il le dit lui-même, non sans une certaine fierté. À 12 ans, je peignais aussi bien que Raphaël. J'ai mis toute ma vie à peindre comme un enfant. C'est vrai, regardez cette académie qu'il fait à 15 ans. Il n'a plus rien à apprendre des maîtres. Il a copié les maîtres, d'ailleurs, des musées d'Espagne, Madrid, Barcelone. Il les connaît par cœur. Son père, qui est représenté en bas à gauche, sait très bien que son fils pourrait faire carrière en étant celui qui domine parfaitement la tradition.
Voilà. Mais alors, répéter inlassablement les mêmes recettes, bah oui, ça lui aurait sans doute permis de vivre coquettement, hein, mais imaginez l'ennui que ça représente pour un artiste. Alors la rupture, elle va se faire par un voyage à Paris, au cœur des avant-gardes, et avec la rencontre de tout ce qui s'est passé entre Monet et lui, c'est-à-dire l'impressionnisme, Gauguin et puis Toulouse-Lautrec, comme vous pouvez le voir. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Picasso pendant cette courte période? Ça dure 1 an et demi, 2 ans, hein. C'est un espèce de démiurge dévorateur qui travaille. Tout ce qu'il voit, il l'absorbe, il le dissèque et d'une certaine manière, il le digère. Alors, il rentre dans ce qu'on appelle sa période bleue, cette période très mélancolique, cette période de deuil. Et ça, c'est peut-être l'étape à à vivre un moment ou un autre avant la réinvention. Avant le renouvellement, il faut accepter de se défaire de quelque chose. Et chez Picasso, ça va prendre la couleur du bleu. Ça va prendre la couleur de la solitude. Ça va prendre la couleur de la confrontation à soi-même. Des autoportraits comme celui-ci en témoignent. Plus de filles issues des bordels, pas de cirque, pas de vie de bohème. On n'est plus là, on n'est pas là pour rigoler. Il faut prendre en charge quelque chose pour mieux s'en défaire. Et ça s'appelle, on le dit comme ça, nous aujourd'hui, un deuil au sens propre comme un deuil au sens figuré. Le deuil va être celui de 400 ans de tradition picturale. Il la domine parfaitement. À 12 ans, je peignais aussi bien que Raphaël. Ça fait 400 ans qu'on fait de la peinture figurative. La photographie s'en est chargée depuis. J'ai vu que tout était fait. Il fallait rompre, faire sa propre révolution et repartir à zéro. Alors voilà, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui aide cette réinvention? Comment on se renouvelle? Eh bien, quand on est dans cet état d'émotion, j'ai envie de dire, d'abandon aussi, parce que le deuil, ça veut dire qu'on lâche, on lâche, on lâche. Eh ben, à ce moment-là, on est dans l'état idéal pour faire des rencontres. Et c'est ce que Picasso va faire. Il va rencontrer Gertrude Stein, il va rencontrer Ambroise Vollard, il va rencontrer Apollinaire, Max Jacob, Éric Satie. Il va tous les rencontrer. Et de ces rencontres va naître la première rupture véritable avec 400 ans de tradition. On appelle ça évidemment le cubisme, le voici. Et c'est à travers cette œuvre qui est exposée au MoMA à New York, grand format, elles sont pratiquement en taille réelle, hein, ces femmes, que la tradition picturale de 400 ans se trouve anéantie. Alors, vous voyez, ces femmes coupées à la serpe, ces éclats de verre, on a l'impression que si on les touche, on va se couper. Mais regardez aussi ces femmes dotées d'immenses yeux qui sont comme qui exercent un envoûtement littéralement sur nous. Nous sommes à notre tour saisis et nous sommes à notre tour devant cette peinture en situation de nous dire « et nous ?» Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser tomber? Qu'est-ce qu'on est prêt à casser? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher? Parce que pour faire cette œuvre, Picasso va s'enfermer 8 mois, non-stop. Il va travailler jour et nuit. Ses amis ne le verront plus. Il s'enfermera dans son atelier au bateau Lavoir et il accomplira plus de 700 esquisses et études préparatoires pour ce tableau. Imaginez un peu, il est dans une frénésie, dans une fièvre. Max Jacob dit un jour on va le retrouver pendu, c'est pas possible. Il s'est lancé dans une entreprise dramatique. On a l'impression que seule la mort va le sauver de cette entreprise. C'est le prix à payer pour renouveler complètement et relancer absolument l'art occidental. C'est ce qu'il va faire à partir du cubisme. Tout notre monde moderne, si je puis dire, mais pas seulement pictural, l'architectural, le design, le Bauhaus va évidemment partir du cubisme, c'est-à-dire de la destruction,
des codes traditionnels. Enfin, la liberté est chère, hein, ça se paye très très cher, mais la liberté est décidée par Picasso. Innover, c'est se libérer de la tradition pour ouvrir une nouvelle voie. Et les arts premiers, bien sûr, hein, je vois l'heure qui tourne, je reviens juste sur cette tête évidemment africaine. Vous avez compris que c'est au contact de l'art primitif, encore une fois originel, qui à cette époque était très méprisé par la plupart des gens, hein. Le Quai Branly, tous les musées d'art premier n'intéressaient personne, c'était seuls les ethnologues s'y rendaient. Et sur les traces de Gauguin, dans cette quête toujours de repartir à l'origine de l'humanité, notre Picasso se rêve, dit-il, en petit homme des Cyclades. Il veut être ce naïf, cet enfant qui ne parle pas encore et qui va du coup à pouvoir construire son propre monde, son propre univers. Il veut retrouver ce rapport au monde non utilitariste. Alors maintenant, c'est le dernier atelier, Louis, j'y vais. Je vais vous présenter six diapos et je vous demanderai de réagir aussi avec la participation de Louis sur 6 attitudes, entre guillemets, à adopter, je ne sais pas, en tout cas à observer, qui sont celles des artistes en général. Là, je me focalise sur Picasso, mais vous allez retrouver ça pratiquement dans toutes les démarches artistiques, hein, dignes de ce nom. Et figurez-vous que vous allez peut-être, je l'espère, aussi les retrouver en vous, si vous êtes entrepreneur, ingénieur, que sais-je. Bon, vous allez avoir peut-être des ponts à faire, je l'espère en tout cas, et des associations libres. Hein, c'est tout est libre ce soir. Ok. Donc, Alors, réagissez sur le chat, ok, oui, l'option converser. On t'écoute, Pauline. vous m'écoutez, très bien. Alors la première proposition que je vous fais et qui est aussi propre à l'enfance, c'est la transgression. Alors, je vous ai montré que des images très sages au début, hein. Quoique le douanier Rousseau aille bien y regarder, c'était moins sage, mais vous ne l'avez pas choisi. Donc, Transgression, juste pour bien comprendre, ce que tu nous proposes, c'est de réfléchir sur l'enfant qui est en nous maintenant. En quoi voilà. il peut être utile par rapport à ce qu'on vit actuellement. Oui, Première proposition, un enfant qui transgresse les règles. voilà, par exemple. J'allais y venir, Louise, mais tu as raison. En fait, je l'abordais là par rapport à l'artiste en tant que tel, mais Oui. je vais le reformuler. Tu as raison. La question que je vais vous poser, Mhm. c'est comment, à travers des comportements que l'artiste possède et met en place pour innover, vous pouvez vous-même retrouver en vous ces comportements et plus exactement l'enfant qu'il y a en la manière d'innover chez l'artiste fait écho à certaines attitudes, à certains, encore une fois, comportements et rapports au monde que vous aviez enfant, mais qui se révèlent être encore aujourd'hui une ressource pour vous. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Louis? Oui. Parfaitement. Donc, un artiste est un être humain qui a su se rester, conserver l'enfant qui est en lui. C'est ça la démarche Ouais. d'artiste, comme Picasso qui a pris des années pour lâcher prise. Et c'est en lien très fort, tu verras, on en parlera après avec la conférence de la semaine dernière sur le lâcher prise, le contrôle et ces choses-là. Et donc, essayer d'aller chercher l'enfant qui est en nous pour le faire revenir aujourd'hui, pour nous aider dans cette phase de vie problématique, on va dire, en tout cas particulière, pour pouvoir nous en sortir. Réagissez sur Exactement. le chat. Je suis attentif au chat et je transmets tout ça à Pauline pour qu'on puisse en discuter. Allez-y. Sur le chat, vous pouvez aussi écrire des mots dans ce que je raconte qui, pour vous, ont une résonance particulière. Hein, si c'est, voilà, ça peut être un mot, une phrase. Donc, transgresser, par exemple, est-ce que ça vous parle en tant qu'adulte, en tant qu'enfant surtout? Moi, je ferai une allusion à l'enfant qui vous observe, vous savez, de côté, puis
allez, j'y vais quand même, il sait qu'il transgresse, mais il le fait parce que c'est une manière, évidemment, de se connaître lui-même, de rencontrer une résistance. Alors, pour l'artiste qui était Picasso, la transgression, c'est simplement la base même de son fonctionnement artistique. Euh, à la fin de sa vie, quand Picasso a présenté une série de peintures à Avignon, les critiques d'art lui sont tombés dessus en lui disant là, vous êtes complètement gâteux, monsieur Picasso, ça y est, c'en est fini de vous. Comment vous osez faire ça après ce que vous avez fait? Vous n'avez pas peur de perdre la reconnaissance? Et il a répondu ça. Je ne me suis jamais préoccupée du public. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Chaque jour, je fais pire. Chaque Merci. jour, je fais pire. Merci, Voilà. Pauline. Avec l'accent. Donc, on a les premières réactions. Oser, désobéir, provoquer. Absolument, très bien. Et alors, regardez comme cette sculpture, deux mots, hein. Après, je vous parle forcément deux mots de la sculpture quand même aussi. En quoi elle est transgression? Imaginez qu'il n'a pour le coup jamais pris de cours en sculpture. Il en a pris en peinture, il était surdoué en peinture, mais jamais en sculpture. Ce qui fait que déjà qu'il ne se bride pas trop en peinture, mais alors regardez comme il se lâche en sculpture, il va renouveler complètement la sculpture. Il n'y a plus de modelage, il n'y a plus de taille directe. Par contre, c'est un assemblage fait d'éléments hétéroclites qui appartiennent au quotidien. Et en même temps, regardez l'expressionnisme de ce visage qui évoque tout l'art africain jusqu'à peut-être la dernière colère d'une épouse fâchée avec ses cheveux dressés derrière. Sachez que tout comme l'enfant, Picasso ne perdra jamais le contact avec la nature humaine. Il y aura toujours de l'expressivité, des sentiments et quelque chose qui appartient en propre à l'humain, alors même que ça ne ressemble plus de manière codifiée et traditionnelle à une photo d'humain. On est bien d'accord. Donc la Autre, transgression. autre réaction qui paraît intéressante, lâcher prise pour innover. Alors là, on a une connexion totale avec la conférence de la semaine dernière. Donc, lâcher prise. Très bien, il faut lâcher prise pour transgresser Mmh. et voilà, absolument. La deuxième idée que je vous soumets, c'est votre rapport aussi à la métamorphose. C'était le déguisement, vous l'avez compris en introduction, comment l'enfant se joue aussi avec lui-même, cherche à se transformer, mais a un rapport de toute façon à tout ce qui lui tombe sous la main de métamorphose. Vous lui donnez un objet quelconque, il va essayer, il va en faire un, un autre usage. Ou alors vous lui donnez de la pâte à modeler, regardez la pâte à modeler là. Vous voyez, chaque jour je fais pire. Mais regardez comme les gens lui sont tombés dessus aussi à une époque. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un éléphant, c'est pas un humain. Il y a des protubérances, il y a des creux. Ah oui, il y aurait le féminin, il y aurait le masculin, le tout en un. Et c'est du bronze, alors qu'on dirait justement de la terre, et que le bronze était associé à ce qu'il y avait de plus noble, et il nous donne une espèce de créature dont on a l'impression que dans l'instant d'après, elle aura pris une autre forme. Hein. Il renverse complètement les valeurs en permanence. Picasso, comme un enfant, ne cesse de jouer. Fantaisie, justement, c'est un message qui nous vient. Fantaisie, renouvellement, créativité. Voilà, pensez au jeu, hein, JEU aussi, ce que c'est par rapport à ce que vous avez observé dans la première partie, c'est tous ces enfants qui jouent avec un sérieux déconcertant pour les parents. Ne vous avisez pas d'aller déranger votre enfant quand il est en train de faire un monstre marin ou quelconque. Il va vous dire de sortir de sa chambre. C'est une opération très sérieuse. Et je vous demande de reconsidérer avec les artistes ce qui est vraiment sérieux ou pas dans la vie. Pour Picasso, c'est de se mettre au diapason de la nature, qu'il admire par-dessus tout, et d'une certaine manière, il va lui répondre en produisant un monde créé par ses propres mains.
Voilà une autre attitude qui en découle, le détournement, je viens d'en parler, et le goût du jeu. Je viens de le dire, vous avez des vieux objets qui traînent dans la maison, vous les avez mis au fond d'un tiroir, ça n'intéresse plus personne, ils ne servent plus à rien, hein. L'adulte a plutôt tendance, hein, je parle en mon nom, aussi, de faire des choses qui servent à quelque chose. Voilà, l'enfant, il va tomber sur vos détritus et il va jouer des heures durant avec, délaissant, ça c'est dans un monde idéal peut-être, sa console. En tout cas, il va avoir avec le rebut un tout autre rapport que le nôtre, tout simplement. Le rebut, c'est l'opportunité de créer, tout simplement. Donc, le détournement et le goût du jeu, vous observerez ça dans n'importe quelle exposition d'art contemporain aujourd'hui. C'est l'une des colonnes vertébrales de l'art contemporain, en tout cas, hein. On détourne pour recréer, pour donner une seconde vie à quelque chose que la société a décrété inutile, c'est-à-dire morte. Et puis entre nous, on fait une œuvre d'art au passage, mais ça, j'ai pas le temps de développer. On recycle, comme dit Isabelle. Elle dit quoi, Isabelle? J'ai pas entendu. On recycle. Et on recycle, bien sûr, c'est ça le mot recyclage aujourd'hui, mais c'était bien avant la problématique du recyclage que Picasso a fait ça. Mais vous savez, les artistes anticipent souvent de 50 ans sur ce qui va arriver dans la société. Donc, bien sûr, c'est du recyclage. L'ouverture, l'enfant a un rapport constant d'ouverture au monde. Tous les tonnes, tous les merveilles, il est en capacité de recevoir aussi bien l'extraordinaire que l'ordinaire. Il ne fait pas forcément toujours la différence entre les deux, et c'est pour ça que c'est un âge d'or que les artistes cherchent à retrouver. Voilà ce violon qui est ouvert, hein, et je prends souvent cette image de c'est Noël, vous offrez un joli petit violon en plastique qui vient de je sais pas d'où là, mais bien fait là, bien illusionniste, et vous surprenez votre enfant en train de le prendre, bang, le casser et l'ouvrir pour voir ce qu'il a en gros dans les entrailles. Vous allez être contrarié, c'était son beau cadeau de Noël. En attendant, je vous rassure, c'est l'attitude la plus saine qu'il puisse avoir. Comprendre comment est fait l'objet, le disséquer, remonter à son origine d'une certaine manière, ça c'est une source extraordinairement riche pour innover. Ne pas prendre les choses pour acquis, oser les déplier tout simplement et les faire résonner, parce que c'est un instrument de musique que vous voyez ici, les faire entendre aussi. Voilà, ça c'est une œuvre très célèbre, le rebut. Le rebut. Pour Picasso, une décharge publique, c'est ce que dit Isabelle, c'est un paradis, c'est l'opportunité, encore une fois, d'assembler et de créer. J'attire votre attention sur le fait que cette simple selle de vélo et ce guidon de vélo forment à eux deux, assemblés, ma foi, toute la culture ibérique de son créateur. Donc, ça a une force extraordinaire et c'est très graphique de loin quand on ne sait pas ce que c'est. On ne devine pas du tout que c'est fait à partir d'un vieux guidon de bicyclette tout rouillé. Je ne cherche pas, je trouve. Ça, c'est l'enfant aussi. C'est les grandes découvertes. C'est votre thème de la semaine prochaine, le découvreur par excellence. Voilà, celui ou le troubadour en français, trouvère, on dit en occitan, c'est celui qui trouve. L'artiste doit se mettre en situation de trouver, pas de rechercher forcément. On ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. Soula, je disais, c'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche. Voilà. Et l'enfant, il est là-dedans. C'est ce que je fais, l'action qui va primer sur l'intellectuel. Je ne cherche pas, je trouve. Picasso dit aussi, je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. Et je verrai bien comment cette contrainte me conduit à découvrir quelque chose d'autre. Voilà, et c'est la dernière. La jubilation, c'est l'état dans lequel votre enfant se trouve lorsqu'il est bien, tout simplement, et vous le mettez, vous le mettez dans un jardin. Je parle du tout petit, hein, qui va rester planté 3 heures devant une fourmi en s'extasiant. Bon, l'artiste, il a
il puise dans cette ressource d'émerveillement constant. Et il puise aussi, je vous le disais à l'instant, dans la capacité de se moquer des contraintes. Vous voyez une petite fille qui saute à la corde, bah, la corde c'est l'obstacle au fond, hein, c'est ce qui se passe au-dessus duquel il faut passer. Et regardez que pour cet enfant, l'obstacle, c'est ce qui lui permet au contraire de s'élever. Ouais. D'échapper à la loi de la gravitation, c'est-à-dire d'échapper à la gravité. Ce qui nous corrompt le plus souvent, ce qui nous empêche d'innover, c'est notre propre sérieux au fond. Et il faut apprendre sérieusement à jouer. Ça serait ma consigne pour conclure ce premier temps. Apprenons sérieusement à jouer. Voilà, seul ou ensemble, collectivement, voilà, remettons. Oui. La notion de lâcher prise vient beaucoup dans le chat. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de ça en entreprise. À l'époque où Picasso faisait ses œuvres, ce mot n'existait pas. Hein. C'est simplement, c'est sa manière d'être, c'est sa respiration. Voilà, toutes les œuvres. Et voilà la citation finale. En chaque enfant, il y a un artiste. Ça, vous l'avez compris, du coup. La difficulté, c'est de le rester en devenant adulte. Et voilà, le petit chat là, où ceux qui veulent, tu leur donnes la parole. Et là, faire un lien donc avec l'enfant du début de la conférence. En Voilà. quoi ces ressources qui sont là peuvent être utiles aujourd'hui pour dépasser ce confinement. Alors, pendant que ça émerge, je peux me permettre de réagir un peu avec toi, Pauline. Ça fait un écho incroyable avec la conférence de la semaine dernière, sur le thème aussi du contrôle, du lâcher-prise pour arriver à gérer ses émotions et laisser ce qui émerge, en faire quelque chose. Et là, finalement, c'est une invitation à travers l'art de se permettre comme l'a fait Picasso, de revenir à l'enfance. Et nos conférenciers, la semaine dernière, on avait parlé, profiter de ce moment de confinement pour peindre, pour faire la cuisine, faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, se laisser aller dedans. Et quelque chose et là, tu apportes aussi une profondeur intéressante, qui, à mon humble avis, intéressante par rapport à l'art, c'est Picasso qui a été confiné pendant 8 mois, Oui, on ne lui a pas demandé, lui, il n'a pas été obligé. il s'est confiné lui-même, tu as totalement raison. Il s'est auto-confiné pour faire son deuil, pour dépasser des choses, et de là sont nées des rencontres. Donc l'invitation que tu nous fais, c'est profitons de ce confinement pour mettre en place notre créativité. Oui. Faisons des choses. Et de cette contrainte, parce que c'est le confinement comme contrainte, source de créativité gigantesque. Pour après ça, faire de nouvelles rencontres et se réinventer sur un nouveau monde de post-confinement. C'est un peu ça qu'on peut retenir de ton message? Oui, bien sûr. Et je dirais que le confinement a aussi un autre mérite. Je mets des guillemets, bien sûr, parce que c'est plus ou moins bien vécu par chacun d'entre nous. Mais c'est qu'il rompt nos habits tous. Et vous savez, pour les écrivains, pour les artistes, pour tous ceux qui sont dans la création, leur pire ennemi, c'est l'habitus, l'habitude, si vous voulez. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à défaire. Et au fond, le confinement, c'est cette opportunité qui nous est imposée de rompre de fait avec nos habitus. Et alors du coup, on redistribue les cartes. Évidemment, c'est difficile. Il y a toutes sortes d'obstacles qui se manifestent sur notre chemin. Mais vous l'avez compris, pour l'artiste, l'obstacle est à chaque fois une opportunité de se réinventer, en fait. Voilà. D'accord. Donc, prenons le chemin de l'artiste, profitons de cette période de confinement pour nous réinventer, faisons des choses, soyons créatifs, faisons deuil, c'est donc un chemin que je nous propose pendant cette période. Oui, et la jubilation. Surtout, ayez la gaieté et la jubilation. Multipliez les occasions de vous réjouir. C'est essentiel. Parce que dans la gaieté dessert les boulons. La gaieté permet justement de sortir du rail. Voilà, et ça, c'est fondamental.
C'est fondamental. Ok. Merci Pauline. Alors, on arrive au touche à la fin. Pendant que les gens vont faire des commentaires, j'aimerais profiter de ces 2-3 minutes pour un peu parler de ton livre qui a été publié en collaboration avec le Musée d'Orsay. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, bah, je peux même vous le En, montrer. en attendant, je demande aux participants d'aller chatter et bien, si vous avez des questions à poser à Pauline. Oui, Voilà. donc là, pas bête. Pas bête. Donc, pour les 7 à 107 ans. Et c'est un livre justement qui a été, alors, que j'ai écrit avec un dessinateur, Pascal Lemaitre, qui est une célébrité dans son domaine. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais, Si tu cesses de partager l'écran, je pense qu'on verra mieux, Pauline. Je ah pense oui, que c'est pardon. intéressant. Voilà. Voilà. Comme ça, on va pouvoir te voir Donc, mieux. voilà. Enfin bon, je vous montre juste l'importance du dessin. Pour les petits, on a remis du dessin, en plus si vous voulez, des photos d'œuvres, justement pour essayer d'être au plus près de cette créativité enfantine qui est la leur. Donc, c'était très intéressant à faire de ce point de vue-là. Voilà. D'accord. Ok, Bon, merci beaucoup. Il ne sera pas publié en portugais, c'est pas encore prévu. en anglais, il paraît, En mais anglais. Comme je sais que tu viens très souvent à Lisbonne, notamment à Gulbenkian et beaucoup au Musée national d'Argentique. ouais. Voilà. Et donc, bah, écoute, on va rester là. Je te remercie au nom de tout le monde. Alors, une réaction là, un petit peu amusant que Pauline ait les mêmes conclusions qu'Aziza la semaine dernière, absolument. Jubilons, disait Aziza, faites ce qui vous fait plaisir. Donc, profitez de cette expérience pour lâcher prise, faire n'importe quoi presque. Voilà. Profitez, faire des travaux pratiques, comme fera un enfant, en fait. Prenons exemple sur nos enfants qui sont confinés avec nous et qui le seront jusqu'au mois de septembre, visiblement. Exactement. Donc, profitez de cette période pour peindre sur les murs, pour faire des pochons avec les mains, avec les pieds, ou ce que vous voulez. Se laisser aller, lâcher le contrôle pour laisser émerger quelque chose de nouveau, comme le fera un artiste. Est-ce que je peux rajouter juste une chose? Bien évidemment. N'hésitez pas à redescendre dans votre caverne aussi. En fait, la grotte préhistorique, c'est une métaphore de notre intériorité profonde que notre moi adulte a tendance à refouler. Et en Voilà. se coupant de notre caverne profonde, eh bien, on se coupe non seulement de la créativité, mais on se coupe du monde tout court, des relations humaines, de l'amour, de la joie, de Écoute, tout le reste. on dirait que tu vas assister à la conférence d'Aziza et de Barbara. Ah bon? Écoute, absolument ça. Donc, comme faire un enfant qui se met souvent sur la couverture, il fait sa grotte, il y passe des heures. Merci pour tout, Pauline. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité. Passionnant. C'était un plaisir. Merci à vous pour cette belle initiative et j'espère pouvoir assister à d'autres conférences moi-même. Quand tu veux, tu connais le lien, tu es la Oui. bienvenue et en espérant te voir bientôt sur Lisbonne, dès que tu pourras quitter la France. Eh bien oui, merci beaucoup. En tout cas, je serais ravie de revenir au Portugal. Voilà, donc tout le monde te remercie, il y a des messages de remerciement. Merci à tous pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 18h. Cette fois-ci sur un thème qui apparemment, le lien va être assez fort également. Et Pauline, c'est pour te motiver à assister à la conférence sur le thème des découvertes portugaises. Sachez que Ça me le Portugal, passionne. Ouais. je sais, c'est pour ça que je t'en parle. Sachez que les Portugais ont transformé une position géographique extrêmement défavorable jusqu'au XVIe siècle, qui était une Finistère, le bout de l'Europe, pour, en se transformant, arriver à en faire une situation centrale dans un nouveau monde. Donc, je crois que par rapport à ce qu'on vit, ça peut être très utile comme continuité. Apparemment, jusqu'à présent, cette continuité est magique. Merci à tous. À la semaine Oui, prochaine. Merci beaucoup, Pauline. merci Julien, merci Alice, merci Yara, Et, merci et, Anna et prends bien soin de toi, que tout se passe bien à Paris. et Isabelle. Ouais, Alice. Au revoir, merci. Au revoir à tous.